Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Tan. Quoi vous dire, j'ai 51 ans. J'ai eu une première vie où j'étais d'abord dans les grandes entreprises, puisque j'ai été chez McKinsey, la grande boîte de conseil. Et j'ai été la première femme élue partenaire à 30 ans. Ce qui fait que j'ai eu une carrière accélérée, puisque à 36 ans, j'avais déjà fait pas mal de fois le tour de la planète. Et je brassais à l'époque des milliards en une nuit quand il fallait faire des OPA, des choses comme ça. Et simplement, à 36 ans, j'ai eu besoin de faire autre chose de ma vie. Donc, j'ai quitté le monde de l'entreprise. C'était en 2002. Et je suis partie dans tout ce qui va suivre maintenant. C'est-à-dire l'idée que les compétences que j'avais pouvaient peut-être servir à autre chose que d'enrichir juste l'actionnaire. Et surtout, comment aider les gens qui étaient du côté de l'impact de la société, la quête de sens, une lettre que j'ai lue. Et notamment, comment est-ce qu'on peut articuler tout ça pour que des gens qui ont des compétences puissent aider ceux qui en ont besoin et que l'ensemble tourne sur un plan économique aussi. Voilà, donc c'est ce que je fais depuis 2002. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pour vous donner un peu une idée du genre de méthode qui a été appliquée. Et ensuite, je vous parlerai du crapaud fou, qui est la dernière étape. Et vous verrez que de l'abeille, on passe au crapaud. Le crapaud, ça va un peu moins vite. C'est un peu plus gluant, mais c'est aussi quelque chose de plus humain, peut-être, quelque part. Donc, je vais vous raconter ça. Alors, ici, à l'écran, vous avez l'os en goële. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'un des premiers projets pilotes que j'ai mené sur le territoire français et qui a été retenu comme le démonstrateur de développement durable à l'échelle d'une commune et ensuite maintenant d'une région. Donc là, vous êtes dans une ville qui a 7500 habitants et qui était en fait, je dirais, l'épicentre de l'échec, enfin en tout cas la fin du système du charbon. Quand les charbonnages de France sont partis, ils ont laissé 200 000 personnes sur le carreau et Los était la ville qui était en plein centre de cette chose-là. Et vous avez là les deux terrils les plus hauts d'Europe qui ont été maintenant classés grâce à nos travaux. Ils ont été classés à l'UNESCO comme un patrimoine immatériel humain pour parler de toute cette histoire des mineurs qui ont vécu, grandi et sont morts dans la mine. Et donc, vous avez ici un territoire où, quand je suis arrivée en 2003, Jean-François Caron avait compris, le maire, il avait compris que sa ville ne pourrait s'en sortir que par le durable. Et donc, moi, je travaillais déjà dans pas mal de projets. Et j'ai oublié de vous dire au passage que quand j'ai commencé en 2002, j'ai évidemment, avec mon background, enfin mon passé, j'ai d'abord atterri dans les grandes ONG comme le WWF, les urgentistes et tout ça, souvent en direction générale ou en administrateur, puisque j'étais bénévole en plus. Et très vite, je me suis dit que ça allait pas marcher. C'était beaucoup trop dans l'opposition, c'était pas très constructif, et donc je me suis dit, il faut autre chose. Et c'est là qu'à l'époque, j'ai eu cette idée, c'est de prendre ce que j'avais fait chez McKinsey, donc la technologie, et notamment l'esprit du libre, donc l'open source, je pense que vous connaissez Linux, le partage des idées gratuitement, et de se dire, si on met ça ensemble, on va aller beaucoup plus vite. Donc comment faire pour que les gens collaborent, et qu'en se servant de la technologie, on puisse accélérer la diffusion des idées, d'où ensuite la pollinisation des idées, qui est le terme qui a été retenu pour l'approche. Okay, donc ça a donné par exemple Wikipédia. Donc à l'époque, en 2002, tout le monde nous disait qu'on était fous. Aujourd'hui, tout le monde connaît Wikipédia. De la même manière que vous utilisez le Vélib ou l'Autolib, vous connaissez sûrement Blablacar, enfin toutes ces choses-là, toute cette économie du partage à l'époque, c'était une utopie. Mais aujourd'hui, c'est déjà une grosse partie de l'économie, je dirais, dominante. Donc on a quand même réussi à démontrer que c'était possible de partager des idées. Donc je l'ai fait d'abord dans les écoquartiers et je l'ai fait donc à Los Angeles. On a commencé en 2003 et aujourd'hui le maire a vraiment démontré tout ce qu'on pouvait d'un point de vue, il y a l'ADEME, l'ADRIR, la région qui sont dans le projet, donc on a vraiment fait tout ce que peut faire une commune et ça a été documenté parce que l'idée c'était de rendre ça viral. D'accord. Donc on a fait comme un Wikipédia appliqué à une ville. Voilà. Et c'est ce projet qui ensuite a fait tache d'huile dans le reste du monde. Aujourd'hui on a des visiteurs du monde entier, de Chine, du Brésil, d'Afrique du Sud qui viennent régulièrement s'inspirer de ce site. Et Jeremy Rifkin a fait le début de la troisième révolution industrielle. Il a fait ses projets pilotes en fait à Los Angeles. Voilà. Alors ensuite, cet esprit du partage, je l'ai appliqué à d'autres choses que vous connaissez certainement. En tout cas, on a parlé du mot Fab Lab tout à l'heure. Et donc, c'était l'idée de se dire, on peut faire la même chose en partageant les recettes. On peut les faire avec des voitures. On peut le faire avec des tracteurs. On a plein de vidéos de gens qui ont commencé à fabriquer des tracteurs, des voitures avec des budgets complètement minimes et qui ensuite ont montré aux autres comment ils le faisaient. Et ça a été ensuite documenté, amélioré. La voiture qui est en bas à droite, elle sort elle monte à 250 dans 200 km/h, je crois, et elle consomme que 2 litres au 100 km/h, au 100 km, pardon. Voilà. Et en haut, vous avez quelqu'un qui a fabriqué toute la série des tracteurs, fours à pain, tout ce qu'il faut pour faire une ferme, avec, je prends le dixième du prix. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens qui se sont inspirés de lui pour faire la même chose. Évidemment, ça sert beaucoup dans les pays pauvres où il y a des ressources limitées, mais ça commence aussi à marcher aux États-Unis, en Europe, etc. Donc ça, c'est l'aspect innovation ouverte par le partage des idées. Et on a fait la même chose aussi avec
l'éducation et la science. Et donc là, j'en dirai un mot tout à l'heure. Là-haut à gauche, vous avez François Tadei, qui est un chercheur assez original, parce qu'il était polytechnicien au départ, et il est devenu ensuite chercheur en sciences de la vie. Et ce qui l'intéressait, c'était les modèles d'apprendre. Comment est-ce qu'on apprend? Quels sont les mécanismes dans la nature qu'on pourrait utilisé aujourd'hui pour accélérer l'apprentissage. Et il a fait sa thèse sur les bactéries, en démontrant que les bactéries qui survivaient à tous les antibiotiques, etc., c'était des bactéries qui apprenaient plus vite que les autres. Et comment elles faisaient pour apprendre? Eh bien, elles avaient un gène, en fait, qui était capable de se transformer au contexte existant. Et une fois qu'on avait fait le protocole pour les éliminer, il y en avait toujours une qui avait survécu, et ce gène était passé aux autres. Voilà. Et c'est ça, donc on avait une bactérie qui, par exemple, dans le premier protocole, il faut avoir des cheveux plus longs, parce qu'il fait froid. Le coup d'après, il faut courir plus vite. Le coup d'après, il faut manger plus vite, etc. Vous voyez, et à chaque fois, c'est cette bactérie qui se transformait et qui arrivait à survivre. Parce qu'elle passait ses petites copines qu'elle avait appris par le gène de la collaboration. Et donc, partant de là, on a fait des modèles avec lui sur Twitter, sur Facebook. On a commencé à étudier les premiers phénomènes de contagion. Ce que vous observez aujourd'hui avec les fake news, toutes ces choses qui se passent, il y a des vrais principes inspirés des life sciences, donc des sciences de la vie, qui expliquent comment on fait pour accélérer la diffusion d'une idée, bonne ou mauvaise. Voilà. Donc ça, c'est la partie open science. Et en bas à gauche, il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, on en reparlera beaucoup tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, nous, le bricolage par les étudiants. Là, vous aviez un téléphone et une lentille optique de 15 € avec un logiciel développé par les étudiants qui permet de transformer le téléphone portable en microscope électronique qui vaut 250 000 €. Donc avec 15 €, vous avez une efficacité monstrueuse. Ensuite, vous envoyez ça dans tous les pays où il y a des gens qui ont des problèmes et vous leur expliquez comment observer telle ou telle molécule ou telle bactérie dans le sang pour identifier ce que c'est. Donc voilà le genre de choses qu'on fait de l'open science. Toujours pareil, partager les idées jusqu'à bricoler l'objet, ensuite se partager le software, donc l'appli, et également travailler sur le hardware. Et ça, c'est là qu'on est en train de vraiment actuellement de franchir je pense, une limite, une disruption, je pense, dans les modèles. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le paysage de ce qu'il y avait jusqu'à présent avant le crapaud. Alors le crapaud, ici, vous remarquerez, il a quelque chose sur la tête. Ça, je me suis amusée à le dessiner comme ça, parce que l'idée, c'est qu'il débouche l'horizon et il débouche l'esprit. Voilà, c'est pour ça qu'il a des débouchures sur la tête. Et on le veut volontairement joyeux, un peu gai, pour un peu bousculer les gens dans leur certitude, et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les choses sont graves et qu'on ne peut rien faire. C'était ça le truc au départ. Alors, comment c'est venu le crapaud fou dans l'histoire? Alors déjà, je dois vous dire qu'est-ce que c'est qu'un crapaud fou. C'est un truc vrai, hein, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Le crapaud fou, c'est l'idée que c'est le déviant qui va sauver l'espèce lorsqu'elle court à sa disparition. Et il se trouve que les crapauds dans la nature sont des animaux très grégaires, donc chaque année, ils vont d'une mare à une autre pour se reproduire, et comme ils sont vraiment grégaires, ils vont tous ensemble dans le même sens. Donc si par malheur, il y a une route au milieu, ils sont tous écrabouillés. Et donc, quand on fait des autoroutes, les écologistes ont remarqué que les populations de crapauds déclinaient à toute vitesse. Et donc, ils ont exigé qu'on fasse des crapauducs. Je ne plaisante pas, les crapauducs, ce sont des tunnels sous la route pour leur permettre de passer sous l'autoroute. Voilà. Et donc, si vous regardez bien, dans toutes les grandes routes, il y a des crapauducs en dessous. Mais la question, évidemment, c'est qui sont ces fous qui vont trouver le chemin en dessous? Parce que c'est plus facile de faire comme tout le monde et de passer par-dessus. Hein, donc voilà, donc l'idée, c'est qu'en fait, le crapaud fou, c'est celui qui va chercher ce tunnel bizarre, à contre-courant de ses congénères. Et dans l'espèce humaine, on pense à Darwin, qui était au départ géologue, ou alors peut-être à Colomb, même si c'est un peu sinistre pour certaines personnes. Il est parti à l'ouest pour trouver les Indes. Ou alors on pourrait dire Tim Berners-Lee qui a inventé l'Internet, alors que c'est au départ un réseau militaire. Donc, le crapaud fou, c'est cette personne qui va aller à l'envers des autres, qui ne cherche pas la gloire, mais qui veut explorer quelque chose parce qu'il sent que ça ne va pas pour l'espèce. Et puis nous, on a rajouté une petite phrase en plus, c'est qu'on revient de l'autre côté, une fois qu'on a trouvé le tunnel, on revient de l'autre côté chercher les copains, pour leur dire que c'est par là que ça se passe. Voilà, donc ça, c'est un peu l'image du crapaud fou. Alors ensuite, comment c'est venu dans l'affaire? Vous avez ici à l'écran un monsieur, est-ce que qui ne connaît pas le monsieur au milieu, là? Non, ça va, tout le monde le connaît, je pense, aujourd'hui. Voilà, donc il y a pile un an, on était mi-octobre, Cédric Villani, qui est donc le grand mathématicien médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, on est amis depuis un certain temps, et il se trouve qu'on travaille ensemble sur un sujet qui est sensible pour certains d'entre vous. En haut à gauche, vous avez un jeune homme qui est autiste et aveugle. Il a presque 30 ans, et jusque-là, il n'avait jamais pu rien faire de sa vie, parce qu'avec ses handicaps, il était complètement traité comme un légume, quoi. Il restait contre le mur, comme ça. Et en fait, avec Cédric, Cédric est président d'une association qui s'appelle Musaïque, qui s'occupe de handicap, et qui met des objets technologiques et créatifs au service du handicap. Et donc là, la chose sur laquelle le jeune homme est assis, c'est un Omni,
objet musical non identifié. C'est un drôle de machin, quand vous tapez dessus, il fait de la musique. Il y a 2000 bibliothèques de sons et 108 touches. Et c'est conçu d'une telle manière qu'on peut faire de la musique sans être passé par le conservatoire. Et comme c'est un engin numérique, nous, on peut s'en servir pour récolter des données et regarder les patterns. Les scientifiques appellent ça les schémas ou les façons, les régularités avec lesquelles les gens jouent. Et ce qui nous a permis de commencer à travailler sur l'esprit des jeunes autistes qui jouaient sur la machine. Voir à quel moment il y avait une régularité qui s'installait, etc., etc. Et donc, cette machine qui a été inventée par Patrice Moulet, qui était au départ un musicien en 2005, Cédric est devenu président de la sauce et puis il a aidé à déployer ce truc-là. Et aujourd'hui, il y a eu 1000 ateliers avec beaucoup d'enfants. On a produit ces enfants ensuite en concert au château de Vincennes. On a fait des concerts à Tokyo, au Grand Palais. Et on a des enfants comme celui-là qui est devenu notre star absolue. Il fait des morceaux absolument incroyables. Et en discutant avec ses parents, on s'est rendu compte qu'il est sri-lankais, que ses parents étaient eux-mêmes des grands musiciens. Et donc, il a retrouvé quelque chose en lui qui était enfoui. Et donc, pour lui, le moment de joie de sa journée, c'est de venir jouer sur cette machine. Voilà. Mais je vous dis ça parce que quand j'ai rencontré Cédric sur cette affaire, évidemment, je me suis dit, je vais essaimer, je vais faire l'abeille. Il m'avait demandé, viens m'aider, j'ai besoin de sous, enfin, ta capacité d'entraînement, il faut que tu m'aides à faire ce que tu as fait. Voilà. Donc, j'ai dit, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, est venue l'idée du tétard. Pourquoi? Parce que j'étais avec un copain qui est lui-même atteint de troubles TDAH. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est les gens qui prennent de la Ritaline, hein, qui sont hyperactifs. Sauf que lui, il a mon âge, on était ensemble à l'école. Il a beaucoup souffert de ça, il a monté une fondation pour aider les gens qui ont ça. Et de fil en aiguille, il a fait un bouquin, et il m'avait demandé d'être vice-président de sa fondation, qui s'appelle Les Guépards, et que moi j'ai tordu en tétard, parce que je trouve les guépards, c'est trop vaniteux. Donc j'ai dit, ok, je veux bien être avec tes tétards, mais voilà, pour vous aider un petit peu. Et donc pour faire une longue histoire, le résumé, c'est qu'avec Cédric, qui est lui-même clairement surdoué, on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont différents? Il y a bien sûr le handicap, comme on voit ici, il y a tous les gens qui sont suractifs, il y a les trisomiques, il y a des gens qui sont précoces, qui sont hypersensibles, tous ces gamins qui s'emmerdent à l'école. C'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils ont trop de trucs dans leur tête souvent. Et donc les exercices de l'école ne leur conviennent pas. C'est trop petit pour eux. Et donc nous, on s'est dit, est-ce qu'avec cette fondation, on peut faire un raccord, avoir les gens qui ont des enfants qui sont précoces ou surdoués, qui ne trouvent pas leur place, en prenant de l'argent pour aider les gens les plus lourdement handicapés. Et de cette manière, on fait un espèce de projet inclusif, où il y a la techno, parce que ça, c'est financé par les grosses boîtes comme Huawei, hein, c'est ceux qui font les équipements digitaux. On a aussi, les grandes boîtes adorent ce projet parce qu'il est visible, etc. Et nous, on a pris tout ça pour essayer de venir en aide, toujours, aux gens qui en ont le plus besoin. Et le mot-clé du projet, c'est l'empowerment, la montée en capacité. D'accord, donc c'est ça qui fait qu'au début, j'étais avec Cédric. Donc l'année dernière, on a fait un grand débat à la ville de Paris, on avait vraiment tous les représentants du handicap qui étaient présents, voilà. Et puis donc à la sortie de ça, les gens nous disent, mais pourquoi vous ne faites pas un bouquin ou quelque chose? Parce que vous êtes un tandem intéressant. Le matheux avec sa lavalière, son araignée, et puis Tan l'abeille qui fait des projets sur le terrain. Et donc j'ai dit, oui, d'accord, ok, pas de souci, on va faire ça. Je vois pas. Et on va faire ça, et puis donc on est parti sur un pari, et on s'est dit, mais le problème de fond, il est suivant. Il y a la COP21, il y a le GIEC, et tout ça, on voit bien toutes ces choses, et ça n'avance pas assez vite. Donc c'est pas les rapports qui manquent. Qu'est-ce qui manque pour que les gens se bougent? Donc Cédric, en grand matheux qu'il a, il me dit, Tan, t'exagères, tu me demandes de t'aider à sauver le monde, mais moi j'en sais rien. Puis il réfléchit, puis il me dit, mais finalement Tan, en fait la question est mal posée. Les gens pensent que c'est la faute des politiques, après ils vont dire les ONG, et puis après je fais peut-être un peu de tri des déchets, mais c'est pas mon problème, de toute façon ça me dépasse. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et donc on s'est dit, on va faire un putsch, on va essayer de faire un coup médiatique, on va faire un tandem avec Cédric, le grand esprit, les prix Nobel, etc., qui va jusqu'au pape, hein, donc lui il touche tous les grands scientifiques de la planète, et puis il a la télé. À l'époque il n'était pas encore politique, et puis moi de mon côté j'entraîne. Et on s'est dit, on va rejoindre les deux pour essayer d'accélérer la transformation, de telle manière que si moi j'amène des startups, des entrepreneurs sociaux, tous ces gens qui savent faire des projets, on les arrime à ces grands défis, de manière à ce que l'ensemble permette de proposer des solutions accélérées. Parce que moi, dans mon background, enfin dans mon expérience, faire des startups en 18 mois, c'est normal, quoi. 18 mois, c'est même 6 mois maintenant. C'est faire des projets qui marchent en très peu de temps. Mais par contre, ces projets souvent sont anecdotiques, ou ne s'adressent pas au bon projet, au bon problème. Vous voyez. Donc c'était vraiment cette idée de faire un coup médiatique et de faire une sorte de compression dans le temps pour aller plus vite, pour que le terrain aille se raccrocher à ces projets, ces problèmes en haut. Oui, c'était ça le pari. Donc c'était comme assez vague. Il m'a juste donné une liste de 30 noms de gens super connus à appeler, donc effectivement j'ai pu leur parler. Et puis je parle là-dessus avec l'idée qu'au départ, le tsunami, c'est un tsunami, on va dire, écologique. Donc au départ, je m'étais dit, c'est les migrants, c'est la sécheresse, c'est la montée des eaux,
c'est des personnes des espèces et tout ça. Donc ça, on a plein de données et j'étais partie pour dire comment présenter ça de manière simple, etc. Puis au moment où je fais ça, j'étais à San Francisco avec mes stars de la Silicon Valley et Trump est élu. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, tout le monde est tombé de sa chaise. Personne s'y attendait, n'est-ce pas? Et donc moi, j'ai essayé de comprendre et comme j'étais à la Silicon Valley, c'était facile. J'ai pu rencontrer plein de gens qui m'ont expliqué le dessous des cartes. Et pour vous faire l'histoire courte, j'ai découvert à l'époque qu'il y avait eu un truc terrible qui s'était passé, qui s'était déjà produit pendant le Brexit. Donc je ne sais pas si vous connaissez le personnage en bas à droite qui s'appelle Bannon, Steve Bannon. C'était l'ex numéro 2 de la Maison Blanche, un sinistre personnage qu'on a comparé à Goebbels, le numéro 2 de Hitler. Donc ce gars-là, il a gagné beaucoup d'argent dans la banque d'affaires, et puis après il s'est retiré. Il a été traumatisé par l'histoire des otages à Téhéran, et il avait écrit que la planète se porterait mieux si tous les musulmans disparaissaient de la Terre. Ce genre de choses. Et comme il a pas mal d'argent, il a créé 2 boîtes en particulier. L'une, c'est Breitbart News en bas à droite. C'est une agence de fake news, donc de fausses vérités. Donc c'est des vérités qu'on fait de manière industrielle et on les pompe pour que ça puisse rentrer dans les réseaux sociaux. Donc avec tous les attributs sympas, etc. qu'il faut. Et donc cette boîte, elle en fait une manière telle qu'elle inonde l'AFP et Reuters. Et ils ont été capables d'en fabriquer sur tous les sujets. Et donc c'est évidemment plus facile d'être contre quelque chose que d'être pour tout. Donc il suffit de trouver dans le programme de Clinton un point qui déplaît à quelqu'un et on met l'accent là-dessus, on envoie l'information qu'il faut et la personne va dire ah bah ouais finalement je préfère Clinton, je préfère l'autre, Trump. Et la seconde chose qu'il a faite, c'est qu'il a utilisé les réseaux sociaux et notamment cette boîte Cambridge Analytica là-haut, dont il est actionnaire. Et cette boîte était une boîte qui se vantait à l'époque d'être capable de faire un marketing très précis. Donc à l'époque c'était pour vendre plutôt des chaussures ou n'importe quoi. Et donc eux disaient qu'avec 64 likes sur Facebook, ils savaient tout exactement de votre vie, y compris donc bien sûr vos préférences, vous étiez enceinte, amoureux, vous allez divorcer bientôt, tout, mais absolument tout. Et donc l'idée c'est que lui, Bannon a mis l'un sur l'autre. Vous imaginez les dégâts. Donc au lieu d'avoir un message comme Clinton le faisait pour tout le monde, Trump avait un message pour chaque personne, envoyé par Cambridge. Donc sur le bureau de chaque Américain arrivait toujours une info qui le faisait douter. Et ensuite, avec un like, on le fait passer dans ses réseaux et ça se diffuse comme ça. Donc moi, à l'époque, j'avais eu vent de ça et toutes les informations que j'avais trouvées, c'était des hackers qui me les avaient données. On n'était pas encore sûr, mais aujourd'hui, c'est sorti. Et il y a eu une mise en procès. Et Bannon a dû démissionner d'ailleurs à cause de ça. Mais donc on sait aujourd'hui que Trump a été élu en particulier par ce genre de phénomène. Donc voilà, ça c'est le deuxième tsunami que j'ai découvert. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est encore plus grave que l'histoire de l'écologie, parce que là, c'est le cerveau qui est malade, c'est l'information. Et au même moment, en faisant des recherches, je suis tombée sur ce qu'on appelait la post-vérité. Donc la post-vérité, c'est encore autre chose. Les fake news, vous voyez, c'est des fausses news qu'on met sur le bureau des gens pour les faire liker, pour que ça se répande comme des virus dans les réseaux, d'accord? Il suffit qu'un de vos copains like un truc et après vous n'allez pas voir que c'est faux ou que c'est truqué. La post-vérité, c'est une autre posture qui est assez dangereuse pour les médias, c'est-à-dire que c'est le moment où on a dit que la vérité n'existe plus. Et que la vérité est une espèce de continuum un gris entre le blanc et le noir. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est plus la charge émotionnelle. Les gens ne vérifient plus les informations. 50% des Américains s'informent sur Internet et 70% des Français aussi, et très souvent par les réseaux sociaux. Donc plutôt que d'aller éplucher les journaux, vous allez lire l'info qui a été likée par vos copains, et si c'est un copain de confiance, vous dites bon bah je crois ce qu'il dit. Et comme ça, des informations moyennement vraies peuvent être complètement absorbées. Et on voit ce que ça donne sur les vaccins, etc. Pratiquement tous les sujets aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours une manière de polluer l'opinion publique avec cette façon de dire c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Le temps qu'on trouve l'information, que les scientifiques corrigent le tir, c'est trop tard. Trump fait des mensonges, alors on a du mal à estimer, mais ça varie entre 80 et 90% du temps de ce qu'il dit est faux. Et jamais entièrement faux, toujours un petit peu faux. Et après, si on lui dit que c'est faux, il dit mais non, mais quand j'ai dit, je pensais que c'était vrai. Donc j'étais pas faux à l'époque. Ce genre de choses. Je peux vous en raconter une qui est encore plus drôle, mais qui est horrible. C'est James Cameron, le Premier ministre anglais l'année dernière, en septembre. Il y a eu une rumeur qui est sortie d'un truc assez sordide, comme quoi il avait mis son appareil génital réel dans la bouche d'un cochon mort, dans un crâne de cochon mort, que c'était un rite initiatique d'une société secrète. C'est évidemment tellement ridicule qu'on se dit c'est pas possible. Ben, la fois a fait le tour de l'Angleterre et plus que de l'Angleterre, et le lendemain il avait perdu 10 points dans les sondages, et il s'est retrouvé très mal pour faire passer certaines lois. Et c'est là qu'on se dit mais comment les gens peuvent passer un truc pareil? Ben, ça existe. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en politique ou que vous êtes quelqu'un de public, vous n'êtes pas du tout à l'abri de ce genre de choses. C'est très très compliqué une fois que rumeur est partie pour l'arrêter. Donc ça, c'est le deuxième tsunami que j'ai identifié à ce moment-là, qui était ce problème de la post-vérité, ce moment où l'information est devenue fausse, on ne sait plus comment on pense.
Donc le cancer aussi pour la démocratie. Le troisième tsunami qui est apparu, c'est le génie digital. Donc en interrogeant une vingtaine de scientifiques de très haute volée sur ce qui se passait avec les robots, l'intelligence artificielle, le big data, etc., je suis arrivé à la conviction suivante. C'est d'ailleurs le Premier ministre, le conseiller du Premier ministre néo-zélandais qui me l'a dit. Il a fait des travaux de recherche partout sur cette question. Il a dit, voilà, aujourd'hui, d'une part, je pense que vous savez ce que c'est que l'IA, l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas si vous savez par contre que jusqu'à présent, il y a jusqu'à 3-4 ans, c'était des modèles assez lents, des modèles qui étaient, on appelle ça symboliques. C'est comme une machine qui apprend une grammaire, qui l'exécute. Vous voyez, donc elle fait ce que vous lui dites de faire. La nouvelle IA qui est sortie depuis 3-4 ans, elle ne fait pas ça du tout. Vous lui balancez plein d'infos, vous lui donnez aucune règle, vous lui dites juste à la fin, je veux des chats. Tu cherches, si c'est un chat, je te donne un bonbon. Okay, donc elle cherche, puis chaque fois qu'elle a un chat, elle a un bonbon. Donc elle retient le chemin qu'elle a fait. Et à force d'accumuler à toute vitesse plein d'erreurs et plein d'essais, elle finit par reconnaître les chats mieux que vous. C'est ça que font aujourd'hui les machines dans ce qu'on appelle le machine learning ou les réseaux neuronaux. Donc une efficacité hors pair pour reconnaître du visage dans votre pomme maintenant, si vous êtes sur Facebook, ils savent vous reconnaître, sans aucun problème. Et c'est la machine qui a appris à chaque fois en avalant des tonnes de données. Et les données, ce sont quoi? Ce sont les données que vous laissez dans votre téléphone, dans votre Facebook, dans votre Google, etc. Et donc ce que me disait Sir Peter Glucksmann, il m'a dit voilà, ce qui se passe, c'est que le big data, il est partout. Et les gens qui jouent à l'apprenti sorcier avec l'IA, ils sont partout. Il n'y a pas que les GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. À eux quatre, ils pèsent plus que le PIB de la France. Et leurs investissements en IA, c'est de l'ordre 100 fois plus élevé que ce que la France investit. Donc juste chercher l'erreur, quoi. Et le problème qu'on a, c'est qu'avec le big data qui est partout, tout le monde s'empare. Le but pour eux, c'est de récupérer la donnée, parce que c'est ça qui va permettre de nourrir leur nourrisson qui apprend toujours plus vite. On estime qu'aujourd'hui, l'intelligence de ces machines n'est pas plus élevée que celle d'un ver, voire d'une souris. Un ver, c'est 300 neurones, et une souris, c'est 70 000 neurones. L'humain, c'est 86 milliards de neurones. Donc on n'y est pas encore, mais quand même, ça peut aller beaucoup plus vite, notamment sur des tâches très spécifiques. Donc après, je vous répondrai aux questions, faut-il en avoir peur ou pas, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a lâché des espèces de nourrissons. Le génie est sorti de la bouteille, ils sont un peu partout, d'ailleurs plutôt en Chine aujourd'hui que chez nous, et on ne sait pas très bien à quelle fin. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qui contrôle ce que font ces nourrissons. Si c'est pour faire des Cambridge Analytica, évidemment, on est mal barré. Donc tout l'enjeu, c'est de faire que les données qu'on donne aux machines, on puisse savoir ce qu'ils en font. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui pour éviter de se faire manipuler. Et également, ce qu'il faut, c'est mettre un peu de pression sur les GAFAM et les autres pour avoir des logiciels plus safe, plus transparents, donc ouvrir un peu les boîtes noires. C'est ça fondamentalement le message, c'est qu'on est en train de mettre la main jusque-là dans des choses qui nous simplifient la vie, mais qui pourraient demain nous rendre plus dépendants. Donc voilà le troisième tsunami que j'avais identifié. En partant de là, et ça c'est juste je passe là-dessus, c'est l'analyse du temps de concentration moyen, vous le savez tous, vous voyez vos enfants, etc. On perd en temps de concentration. Le temps de concentration moyen sur une tâche ardue était de l'ordre de 12 secondes en 2000. Elle est passée à 8 secondes aujourd'hui. Donc au bout de 8 secondes, le gamin, il fait autre chose. Et on a mis le poisson rouge à côté parce que le poisson rouge reste 9 secondes sur sa proie. Voilà. Et ça, c'est donc pour résumer, tout l'enjeu aujourd'hui commercial, c'est les big data. C'est pour ça que c'est gratuit, tous ces logiciels. Parce que si vous rentrez sur leur plateforme, ils aspirent vos données et c'est vous qui devenez le produit. On estime que les revenus commerciaux pour Facebook d'une personne est de l'ordre de 30 €, et à peu près pareil pour Google. Donc partant de là, on pourrait dire c'est horrible, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait non, pas du tout. J'étais arrivée à la fin de cette recherche, c'était en février, et je me suis dit au contraire, c'est peut-être ça le déclic qui fait qu'on va pouvoir enfin provoquer ce réveil des consciences. Parce que quand on n'a que l'écologie, si je puis dire, il y a 5% des gens qui vont réagir, les autres qui vont dire c'est pas mon problème. Si vous rajoutez l'information avec Trump, tout ce genre de choses, et vous rajoutez la machine qui bouffe la tête à tout le monde, qui contrôle l'IA, etc., bah vous avez une chance de toucher au moins 30% des gens, voire plus. Donc c'est vraiment l'idée de se dire à ce moment-là, on avait quelque chose de différent, une autre équation pour dire à tout le monde, appel à l'action. Vous pouvez tous faire quelque chose. Et effectivement, après les conférences que j'ai données jusqu'à présent, la plupart des gens me posent des questions plutôt sur l'intelligence artificielle et les robots, et également sur ce qu'on va voir derrière, comment libérer nos enfants, comment faire qu'on puisse, nous, reprendre la main sur nos données et sur nos objets. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être le moment tant attendu, convergence des astres, pour bouger. Alors ici, vous avez du coup ce qui s'est passé après. Là, c'était février-mars, et à ce moment-là, j'étais en train de terminer l'écriture du bouquin tel que je l'imaginais, et j'ai invité 34 crapauds, et j'ai pris en fait volontairement des gens que je ne connaissais pas forcément, mais on a pris de 21 à 75 ans, la plus grande diversité possible.
On a pris les jeunes qui étaient dans l'économie du partage, donc ceux qui les connaissent, Ticket for Change, WeShare, les barbares, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en la matière en France. Ensuite, on avait ici des vieux messieurs comme Jean-Baptiste de Foucault ou Marc Lux, qui ont fait l'Europe avec Delors en 93. C'est eux qui ont écrit les textes fondateurs, donc ils sont tout l'historique de ce qui s'est passé en Europe et pourquoi ça a marché ou pas marché. Puis on avait des data scientists, donc des gens qui font de l'IA. J'avais des neuroscientifiques, comme madame qui bosse sur les autistes, là, sur la machine. Et puis on avait aussi des penseurs, on avait tout ça, des ONG, l'ex-patron de la Croix-Rouge. Voilà, donc vraiment une grande diversité de gens. Et on s'est dit, bah voilà, je vous livre les clés de ce que j'ai trouvé. Maintenant, aidez-moi à mettre dans la mare plein de choses. Tout ce que vous avez envie de dire qui peut aider les gens à trouver des choses à faire. Et donc, on a bossé pendant une semaine entière en étant ensemble dans un endroit magique. Et c'est l'idée qu'on avait pour le groupe de faire un truc du même genre ici, de passer du temps ensemble. Et en explorant à fond les menaces que représentait ce tsunami, en prenant chacun de sa fenêtre ce qu'il pouvait apporter, on a inventé un truc qui n'existe nulle part ailleurs, je pense, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Et c'est ce qui est dans le bouquin. Donc vous avez à la fois des actions très concrètes, vous avez des cercles d'entraînement qui sont des débuts de plateformes pour travailler sur des enjeux de société. Et c'est pas juste un côté corporate, c'est pas chacun dans son silo, c'est que des sujets transversaux. Pour ça j'ai mis trans. On a voulu travailler en transgénérationnel et en transversal, et toujours avec cette idée de la bactérie qui donne plus vite ce qu'elle a trouvé aux autres. Voilà, donc je vous fais court. L'enjeu de ce bouquin, ça a été vraiment de transmettre maintenant, de 75 à 21 ans, en touchant tous les étages, avec des choses concrètes sur lesquelles les gens pouvaient s'arrimer. Donc le bouquin, vous l'avez vu, il est à l'entrée. Donc si je résume, ce qu'il y a dedans, c'est en gros 3 tsunamis. Et pour moi, le résumé, c'est que ces 3 tsunamis, si on ne fait rien à la sortie, ça va être l'exclusion. Parce que de plus en plus de gens sont laissés pour compte par rapport à la techno, ou se sentent laissés pour compte par rapport à ces phénomènes d'information. Je pense que vous êtes au courant de ce qu'on appelle, ou peut-être pas, ce qu'on appelle les bulles de filtre, les silos communautaires. C'est-à-dire que sur Facebook et sur vos réseaux sociaux, vous allez regarder uniquement ce qui vous plaît. Et comme la machine va l'enregistrer, elle va vous envoyer des infos qui vous correspondent. Et Google fait pareil, pour être sûr que vous restiez sur la plateforme. Ça veut dire qu'à la fin, vous ne recevez plus que ce que vous voulez voir. Donc ça vous isole dans votre classe, dans vos pareils, des gens qui pensent comme vous. C'est ce qu'on a appelé le phénomène de bulle, parce que les gens restent dans leur petite bulle. Et beaucoup de gens ont écrit là-dessus, ont fait des recherches, et ils montrent qu'aujourd'hui, la démocratie est en train de s'atomiser en petits groupes de gens qui pensent tous avoir raison. Et donc ça fait des silos communautaires. Et ça, c'est très très dangereux pour la démocratie, puisque du coup, il n'y a plus de débat. Chacun, c'est eux contre nous. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Donc il n'y a plus de débat. Parce que dans son silo, on renforce ce que l'on croit déjà. Donc voilà, l'exclusion, pour moi, c'est ça le risque principal, l'exclusion par rapport à la techno, et puis ensuite les gens qui n'arrivent plus à faire société. Et donc l'appel à l'action pour tous que propose le Crapaud, c'est vraiment l'idée d'être inclusif. Hein, je vous l'ai un peu expliqué avec les handicapés et tout ce qu'on fait depuis longtemps. Pour moi, l'idée, c'est que ceux qui ont déjà réussi à trouver des solutions, ben, rien n'empêche de les passer aux autres, d'inclure plus de monde dans l'aventure. Et puis aussi, c'est l'idée de faire que les gens comprennent que ce qu'il y a avant tout, c'est une posture. Devant toutes ces tsunamis, c'est pas si compliqué, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Donc je pense que ce qui est embêtant, c'est l'angoisse. Et le fait qu'on reste tétanisé en se disant on peut rien faire. Et ce que j'essaie de vous démontrer, c'est qu'au contraire, on peut faire des choses. Donc, voilà. Alors, pour vous donner quelques idées de ce qu'il y a dedans, sans trop détailler, je préfère répondre à des questions que vous faire un truc un peu barbant, quoi. Il y a par exemple 5 thèmes qu'on va apprendre dans une tribune bientôt pour le monde. Le premier point sur lequel on a voulu rentrer, c'est la diversité. Ça veut dire que cette histoire d'autistes, d'Asperger dont je vous ai parlé, des surdoués, on s'est rendu compte que tout le monde à sa manière est surdoué de quelque chose. Enfin, tout le monde le sait ça, dans le dessin ou autre chose. Tout le monde a un talent caché, on ne valorise pas forcément dans le système existant. Donc le Crapaud, c'est d'inviter tout le monde de venir avec ce qu'il a de différent et de faire de cette différence une force. Donc ça, c'est important parce on voit bien l'impact pour des gens qui se sentent mal compris. Les Asperger, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a aussi les enfants précoces qui souffrent du fait que les autres les traitent comme des vilains petits canards. Moi, j'ai énormément de cas de gens qui sont dans le burn-out, hier, j'étais avec 150 chefs d'entreprise dans l'IA, et je pense qu'une bonne moitié d'entre eux étaient pas loin du burn-out, parce qu'ils sont persuadés que pour survivre, il faut faire toujours plus. Du coup, tout le monde court dans le même sens et personne n'est heureux. La question que vous me posiez tout à l'heure sur la quête de sens. Donc je pense que pour sortir de ça, il y a un moment donné, il faut dire allez, je fais le pas de côté, j'arrête, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. Et donc il y a vraiment cette idée de valoriser cette diversité, et ensuite de la mettre en regard avec d'autres personnes diverses pour créer quelque chose de différent. Et je vais vous donner des exemples après ce qu'on a fait en Calédonie, juste pour montrer qu'on peut faire ça un peu partout. L'empowerment, j'ai beaucoup parlé de ça, c'est pour moi vraiment la logique de faire des produits pour les donner aux gens ne m'intéresse absolument pas.
Ce que je trouve important, c'est de faire un produit qui permet aux gens de venir vers cette solution. Donc, par exemple, les Fab Labs, c'est j'ai des machines-outils, mais au lieu de fabriquer l'objet à ta place, je te montre comment s'en servir pour faire ton outil, ton objet. D'accord? Donc l'empowerment, c'est vraiment donner aux gens les moyens de faire un peu plus que ce qu'ils faisaient avant. Et si on prend cette clé-là, pratiquement tout le monde peut faire un pas de plus. C'est vraiment ça, cette posture-là du crapaud. Passer du jeu au nous, c'est ce qu'on a fait pendant le séminaire des trails, c'est d'apprendre à partager avec les autres une certaine forme d'inconfort au début, sortir de sa zone de confort pour risquer d'aller vers l'autre qui nous fait peur au départ. Donc on a vraiment des méthodes avec tout ça pour le faire. On pratique ça dans plein de pays différents et on facilite vraiment le rapport intime entre les personnes de manière à créer ce que j'appelle une cohorte. Donc la cohorte, c'est quoi? Alors là, je cite un grand gourou du marketing américain qui s'appelle Seth Godin. Il a dit récemment que vouloir changer tout le monde, ça va nulle part, parce qu'il y a trop de situations, il y a trop d'histoires, il y a trop de narratives. Donc on ne peut pas faire une histoire qui plaît à tout le monde. On le voit bien vu le truc de Cambridge. Quand apprendre tout le monde un par un, c'est trop lent. Donc qu'est-ce qu'on fait au milieu? Il dit il faut passer par la cohorte. Et une cohorte, c'est un groupe de gens qu'on va réunir ensemble et qu'on va synchroniser. Et pour se synchroniser, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps que chacun puisse parler de soi, parler de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de ses doutes, de ses forces, de ses faiblesses, dans un contexte de bienveillance qui fait qu'après, on connaît mieux l'autre réellement sur ce qu'il est. Et très souvent, c'est quand on parle de soi, de ses enfants, qu'on commence vraiment à faire un lien. Et c'est seulement après qu'on parle de projets, qu'on fait des business plans, des stratégies et tout ça. Et donc lui, il est radical, il dit aujourd'hui faire des stratégies et faire du changement dans des business plans, ça ne marche plus du tout. Il dit il faut faire un changement culturel, et la culture, ça commence par les cohortes. Donc c'est ça qu'on a voulu faire nous avec le crapaud. Commencer par bien fixer les 3 tsunamis, il y en a peut-être d'autres, hein, mais au moins ces 3-là. Ensuite voir qui répond en disant moi ça me touche, je ne sais pas ce que je peux faire, mais voilà qui je suis. Parce qu'elle vient dans la mare, on va discuter. Ah bon, ah t'as un enfant précoce, ah d'accord, ok, etc. Et puis on commence à discuter avec la personne. Vraiment comme, voilà, pour faire un lien. Et c'est seulement à la fin qu'on voit s'il y a assez de monde qui s'intéresse à la question que ça peut faire un projet. Et le trans, j'en ai beaucoup parlé, donc c'est vraiment le transgénérationnel, etc. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le texte qui est dans le bouquin, donc Fabienne, qui est donc Asperger, avec un fils autiste et une fille Asperger, connaît très bien le sujet, et elle a mené des protocoles de recherche sur comment diagnostiquer plus tôt les gens qui sont en situation potentielle d'autisme ou d'Asperger. Donc elle a des méthodes, des outils qui sont vraiment tout à fait nouveaux, et notamment on travaille maintenant avec cette machine, avec le MIT et le CNRS, pour en développer des protocoles qu'on pourrait mettre dans les hôpitaux et dans les centres de soins spécialisés pour le handicap. Pourquoi? Parce que vous savez bien, quand vous avez un enfant handicapé, c'est compliqué de l'emmener et puis de faire des études de laboratoire sur l'enfant qui est plus dans son contexte. Elle dit que c'est pas écologique. Elle dit pour faire une vraie recherche écologique, il faut prendre l'enfant dans ses activités préférées. Et c'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe dans le cerveau. Donc l'idée, c'est quand on les emmène sur ce genre de choses, on peut vraiment voir d'autres choses se passer. Et donc sur ces ateliers qu'on a fait l'année dernière, elle a démontré que les enfants autistes, pour la plupart d'entre eux, au bout de 1 minute, ils rentraient en état de flux. L'état de flux, vous savez, où tout se coordonne dans le cerveau. L'état de flux qui correspond au flux du bonheur, l'état du bonheur. Donc, voilà, donc là-dessus, on a commencé vraiment à travailler sur comment aider à diagnostiquer les différences. Et vous voyez ici, j'ai mis une courbe du QI, mais ça s'adresse à n'importe quelle forme d'intelligence. Ce qu'on appelle le QI normal de 100, c'est la norme, hein, c'est le milieu. Après, si vous êtes à droite à 150, 160 ou 130, on va dire que vous êtes hors norme, vous êtes génial, et on va tout de suite penser à Einstein, etc. Et comme je vous l'ai dit, il y a des souffrances de ce côté-là. Et de la même manière, du côté des gens qui sont 70, on va dire c'est un débile mental, on peut rien en faire. Mais en fait, ce qu'on a démontré avec Fabienne, c'est que ces gens-là, on peut vraiment créer de la valeur et pour eux et pour la société. Donc actuellement, on travaille dans plusieurs centres de recherche où on met des autistes dans des startups. Et ça marche déjà très bien dans l'art, mais ça marche aussi très bien dans les startups. Et aujourd'hui, c'est très à la mode. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises commencent à recruter des handicapés parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu le déviant qui va poser la question différemment et va faire bouger l'ensemble du groupe. Donc je crois que la différence en ce moment commence à être valorisée. Et il y a d'ailleurs un programme sur le handicap auquel on est un petit peu associé. Et donc le message avec Fabienne, c'est qu'on valorise la neurodiversité. On valorise non pas que vous n'êtes pas anormal, on dit que vous êtes atypique. Vous êtes hors norme. Sortez-vous de la tête que vous êtes anormal. C'est simplement celui qui est normal qui est finalement hyper cadré. Mais quand vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas anormal, vous êtes simplement hors norme. Voilà. Et à partir de là, on ouvre plein de choses. Moi, j'ai reçu déjà pas mal de gens qui m'ont écrit des textes assez touchants là-dessus, en me disant qu'ils avaient découvert tout d'un coup ce qui se passait chez eux et qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. De penser que c'était eux le vilain petit canard qui n'allait pas bien, etc. Et qu'en fait, il y avait d'autres gens comme eux et qui pouvaient peut-être trouver une cohorte de gens qui pourraient les aider. Et après, ça vaut pour l'intelligence émotionnelle, bien sûr,
musical, kinesthésique, bricolage, les geeks, etc. Enfin, tout ça. Alors moi, j'ai une petite marotte ici que je vous partage. J'ai d'ailleurs écrit un petit chapitre là-dessus. Moi, ma passion jusqu'à encore maintenant, c'est l'apnée et aussi un peu de méditation, des activités qui permettent de calmer le flux, parce que vous voyez, je parle vite. Donc moi, je faisais partie des anxious overachievers, comme McKinsey m'avait appelé. Ça veut dire en français les anxieux hyper qui font beaucoup plus que les autres. Donc évidemment, j'étais toujours dans le top 5%, parce que j'étais obsédée de réussir, parce que j'ai persuadé que j'étais pas assez bonne, pour faire court. Et c'est ce que mon ami de la fondation a montré dans le bouquin, où il a écrit un chapitre sur mon cas, en disant, voilà, histoire du Vietnam et tout ça, enfin tout ça. Et il me dit, voilà, toi, t'es un cas typique de quelqu'un qui fait toujours beaucoup trop que tout le monde, t'es toujours dans les top 5%, et même là, t'es pas satisfaite. Résultat, pour me calmer, j'avais pas d'autre solution que de travailler à l'intérieur. C'est ça mon truc de crapaud. Et du coup, bah, après avoir testé tout, fait tous les projets que je vous ai racontés, j'ai commencé à m'attaquer à la partie intérieure et j'ai commencé par la méditation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le travail de Fabienne sur les autistes, parce que vous avez à droite Guillaume Néry, qui est champion français, qui est descendu à 129 mètres. Moi, pour l'instant, je suis à 37 et j'espère passer 40 bientôt. Et pour faire ça, il faut travailler beaucoup sur soi. Vous ne pouvez pas descendre dans l'eau dans n'importe quoi, évidemment. Donc, il faut faire du yoga, il faut se concentrer. Et on rentre dans un état de flux, un état de méditation profond. Et le monsieur qui est là, dans le carré du milieu, c'est un professeur, le docteur Loris, qui est au CHU de Liège. Et ce qu'il a fait, c'est un peu comme Fabienne, il étudie les cerveaux des gens qui sont différents. Et au départ, son truc à lui, c'était les gens qui étaient dans le coma. Donc, des gens qui avaient un cerveau complètement qui ne fonctionnait plus, soi-disant. Et en fait, en développant des recherches avec tous ces équipements beaucoup plus avancés aujourd'hui, les IRM fonctionnels, il a démontré que presque 44% des cas de gens qu'on voulait débrancher étaient en fait tout à fait conscients et ne voulaient pas être débranchés. Et donc ça a remis en cause plein de choses. Alors à partir de là, il s'est dit, est-ce que je peux faire ça maintenant avec des gens qui ne sont pas en état végétatif, mais peut-être dans un état de transition ou dans un état de conscience altérée. Donc il a commencé avec Guillaume Néry, et puis avec le Mathieu Ricard, le moine. Et il a démontré que dans leur cerveau, il se passait des choses similaires. C'est-à-dire un renforcement des circuits neuronaux, un état de flux de bien-être, et on rejoint un petit peu les hypothèses qu'on avait sur les autistes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc pour moi, je veux dire, c'est juste énorme. Ça veut dire que si, avec ce genre de choses, une pratique méditative, de yoga ou de l'apnée ou quoi que ce soit, vous arrivez à calmer vos impatiences, vos peurs, etc., vous pouvez déjà aider beaucoup de gens qui sont suractifs, éventuellement nerveux, et etc., etc. Et voilà, donc du coup, là, on ouvre une pratique de crapaud fou, c'est de se dire, typiquement, si vous avez un enfant qui est un peu trop actif, peut-être qu'on peut lui trouver une occupation qui lui convient mieux. Après, on peut travailler sur son cerveau, observer, etc., etc. Et là, à gauche, un autre cas, c'est un de mes amis, il s'appelle Chris, qui est vietnamien américain. Il avait une trentaine d'années quand je l'ai connu. Il était au Vietnam à l'époque. Et sa particularité, c'est qu'il avait monté 80 startups, toutes dans le domaine lié à l'impact sociétal, donc vraiment quelqu'un qui a bien réussi. Et en fait, il est né à 95% aveugle. Donc c'est une performance de faire des cours en plus de leadership sur l'empathie quand on ne voit pas. Mais il a réussi cette performance en essayant de s'imaginer ce que c'était que de voir. Et ensuite, il a raconté son expérience et du coup, son cours d'empathie est le cours le plus recherché en fait à UCLA depuis 15 ans. Et donc, Chris, ici, là, a commencé à pratiquer là-haut la méditation en se mettant l'appareil qu'on a sur la tête, là, qui est en open source, qui stimule les neurones, les mêmes que nous on simule quand on se met en état de concentration accrue. Et bien, figurez-vous qu'au bout de quelques années, il commence à voir. Il voit 3 fois plus loin qu'avant. Et il arrive maintenant à traverser les rues de Saigon tout seul, sans canne. Donc voilà, c'est le genre de choses on se dit, quand même, ça vaut le coup d'être mentionné, ça veut dire qu'on peut vraiment améliorer le cerveau. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il y a dans le crapaud, oui, c'est des expériences de personnes qui ont fait des choses, qu'on partage, et qu'on met bien sûr dans l'idée d'empower, donc donner le pouvoir aux gens de faire la même chose. Là, c'est un autre cas, il y avait dans les crapauds Olivier Lebel, qui était un de mes camarades de promotion, et qui est donc le patron de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières. Il a démissionné quand on a fait les crapauds, parce qu'à l'époque, il voulait vraiment mettre tous ces objets collaboratifs au service des ONG. Je ne sais pas si vous connaissez les ONG, c'est vraiment des gens qui ont plein de convictions, mais qui ont beaucoup, beaucoup de mal à collaborer. Parce que notamment les fichiers données sont à soi, et puis chacun a sa cause qui compte plus que celle de l'autre, etc. Donc c'est compliqué, et puis l'argent souvent manque. Et donc avec Olivier, il est rentré dans notre projet, et il a réussi à nous faire un très très beau texte dans le bouquin qui s'appelle Proximus. C'est comment mettre tous ces objets au service des acteurs de proximité. Donc du coup, on se retrouve avec Olivier, qui bosse avec des data scientists de 21 ans, et ensemble, ils commencent à tester ce qu'on peut faire avec des signaux faibles. C'est comme ça que ça marche. Donc on prend des données, on rentre dans la machine, et ensuite on va essayer d'identifier où commence ce foyer de la maladie, où est-ce qu'il y a peut-être des poches d'urgence, etc. Vous voyez, donc le big data
mis au service du bien commun, ça peut être extrêmement puissant. Donc c'est ça ce qu'on a fait ici. Et j'ai mis Sarcellopolis en bas parce que c'est une jeune fille qui, elle, s'occupe des banlieues Sarcelles. Vous voyez, Sarcelles chez nous, c'est les voitures brûlées, etc. C'est l'image qu'on en a. Mais elle a fait plein de choses en proximité. Et du coup, elle connaissait pas du tout le big data. C'était quelqu'un qui était plutôt dans les cages d'escalier, aller discuter avec les gens, les droguer, etc. Et donc, du coup, pour elle, c'est très intéressant de se dire le big data peut m'aider à repérer des endroits où il se passe des choses. Parce que du coup, on peut commencer à repérer des schémas de consommation, des comportements, même par rapport au vote, par rapport à plein de choses comme ça qu'on peut rentrer dans la machine. Voilà, donc si je résume la question de l'IA à lycée avant de vous donner des exemples concrets, je crois que là c'est plus technique, mais c'était par rapport au parterre que j'avais hier. Beaucoup de gens vont vous dire l'IA c'est trop technique, c'est très compliqué, et puis c'est les robots qui vont remplacer la machine. Et moi je dis pas du tout. C'est pas ça l'enjeu. C'est qu'en fait, aucune technologie n'est bonne ou mauvaise. Une technologie est amorale. Elle n'a pas de morale en fait. C'est les usages qui font que ça sera bien ou mauvais. Donc le nucléaire par exemple, ou le feu. Le feu par exemple, c'est bon ou mauvais. Donc vous ne savez pas comment fonctionne une bagnole, pas plus que l'IA, et je pense pas qu'aucun de vous ne sait comment démonter un ordinateur non plus. Donc la technologie, on la connaît pas non plus quelque part. Donc en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'IA? C'est ça la vraie question, les usages. Donc avec Cédric, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est comment faire que les gens qui sont au bout de la machine se disent, mais après tout, j'ai envie de savoir ce qu'ils font de mes données, j'ai envie de savoir ce qu'ils font de et mes usages à quoi ils servent. Donc c'est vraiment cette posture de passer de l'autre côté du miroir qui me semble importante. Ensuite, la seconde chose, c'est que la machine ne va pas remplacer l'homme. Si on prend aujourd'hui l'analogie, l'intelligence, c'est, on va dire, un gâteau. L'intelligence de l'homme et de l'animal et de l'émotion, du souvenir, ça va dire c'est la génoise. Et par contre, l'intelligence artificielle, ce n'est que le glaçage et la cerise par-dessus. Pas plus que ça pour l'instant. Donc les machines sont là pour l'instant bonnes pour vous faire des trucs en ligne, vous proposer des choses, mais des robots qui sont capables de faire toutes les tâches comme nous, d'anticiper, etc., ça n'existe pas. C'est pas demain qu'on les verra en tout cas. Voilà. Ensuite, après la malbouffe, donc ça c'est vraiment aussi mon message le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, en 2000, on avait le problème de la malbouffe, de Monsanto, l'écologie, d'accord. Aujourd'hui, je crois que le vrai problème qu'on a, c'est l'infobésité. C'est cette technologie qui nous rend esclaves potentiellement. Et surtout, c'est le fait qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on puisse se reprendre un certain nombre d'usages. Réapprendre à lire les news, arrêter de liker comme des malades, faire des pauses par rapport à l'Internet, etc., etc. C'est plus compliqué avec vos enfants, j'imagine, parce que les gamins, ils sont plus dessus, mais c'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes, je pense. Voilà. Et oser faire crapaud fou, c'est cette idée qu'un premier petit pas peut vous aider à rentrer des gens qui pensent différemment par rapport au tsunami, et que c'est ensuite à partir de ça qu'on fera des cohortes, localement ici ou par rapport à une thématique nationale comme l'autisme. Voilà, donc c'est l'idée qu'on ne sait pas au départ vers quoi on va aller, mais c'est d'oser aller dans cette direction qui après nous permettra de vous connecter avec d'autres personnes. Voilà, je vous donne maintenant quelques exemples pour terminer. Ici, j'ai été présenter le crapaud fou à Nouméa en fin septembre. C'était 3 jours organisés par le MEDEF. Je suis finalement restée 10 jours en fait. Je voulais en rencontrer les gens sur le local, toujours dans l'empowerment. Vous avez ici la carte des Fab Labs mondiaux, donc tous ces endroits qui donnent des moyens aux gens pour fabriquer des objets. Et on avait décidé au départ, ils voulaient faire un Fab Lab à Nouméa. Et en fait, on a tourné le truc dans le sens, on a dit, est-ce qu'on a besoin d'un espace de plus qui fait la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus malin à faire? Et on s'est dit, on va plutôt faire un truc qui va connecter les Fab Labs de la région Asie-Pacifique. Et donc, on a été chercher des gens à Shenzhen, à Macao, à Taipei, et on s'est dit, voilà, est-ce qu'ensemble, on ne pourrait pas créer une communauté de gens, et on vous invite à venir à Nouméa pour nous dire ce que vous voudriez. C'est ça qu'on a fait. Du coup, on a fait un truc un peu crapaud. Donc moi, j'ai fait plusieurs speeches pour expliquer le truc, mais le matin, on a invité au Château Royal les jeunes de la communauté. Donc vous aviez, ici j'ai mis quelques images du genre de truc qu'on peut faire, c'est pour montrer la diversité. Là, ça va depuis là-haut, hier soir, les grandes boîtes qui font l'IA. Ici en bas à droite, c'est un truc qu'on fait en Bretagne, Festival des lieux mouvants. Là, c'était avec Rabi. En haut à gauche, c'est moi à Nouméa avec la CCI. Et en bas, c'est les grands voisins, si vous connaissez cette initiative qui a vraiment bien marché pour habiter des endroits abandonnés. Et donc là, voilà ce qui s'est passé le matin au Château Royal. On avait des gens qui venaient travailler avec nous. Le matin, c'est eux qui venaient explorer ce qu'ils pouvaient faire comme crapaud. Premier jour, 30 personnes. Deuxième jour, 50. Et troisième jour, 150. Et les gens sont venus après. Parce qu'ils se sont dit, mais il y a quelque chose, j'ai envie d'écouter, j'ai un truc à contribuer. Et maintenant qu'on est reparti, bah, ils ont continué à se voir. Et il y a quelques référents qui ont pris en main, notamment un projet de finance locale et un autre qui est la collecte de données pour enrichir le patrimoine touristique et scientifique de la Nouvelle-Calédonie. Et là, le soir, c'est les mêmes qui viennent à la fin de la soirée avec le MEDEF. Et du coup, on a réussi vraiment à mélanger les deux, alors qu'habituellement, c'est deux mondes complètement distants. Et le truc le plus intéressant, c'était ceci. Avec moi, il y avait le patron du Shenzhen Innovation Lab, il s'appelle David Lee.
un type vraiment visionnaire. Et lui, il dit que l'époque industrielle est révolue parce qu'on n'a plus assez de ressources, etc. Et puis, l'obsolescence accélérée, bon, il y en a marre. Mais au lieu simplement de faire un Fab Lab, il a fabriqué des kits. C'est-à-dire qu'il s'est dit, comment je peux donner empower, toujours, le pouvoir aux gens dans la rue pour fabriquer des choses. Il s'est dit, ben, je fabrique des petites valises toutes simples que je vais donner aux gens pour ensuite leur donner envie de jouer et ensuite progressivement les faire rentrer dans la machine jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment familiers de l'objet. Et là, vous voyez à gauche, c'est des jeunes de Macao qui ont 14 ans, qui sont venus avec lui. Ils sont en train de bricoler un rover, donc c'est un drone qui va sous l'eau. Évidemment, il y avait plein de problèmes, le machin flottait, puis après, quand il a commencé à descendre, il coulait, donc ça marchait plus. Donc, ils ont bidouillé le truc sur la plage. Du coup, l'attroupement s'est fait autour de eux. Les gens venaient voir. Et là, on s'est dit, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est des jeunes de 14 ans qui sont en train de bricoler quelque chose. Et du coup, nous, on expliquait aux gens pourquoi on fait ça, tout ça. Et puis à la sortie, on est arrivé à l'idée que cette machine pourrait nous aider à collecter le patrimoine ultramarin sous la mer de la Calédonie. Au lieu d'envoyer des sondes super chères, on le fait faire par les étudiants avec ce genre de kit. Et lui, avec un kit de 2000 euros, il vous permet de fabriquer des rovers à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement malin. C'est comme si vous avez une boîte à outils, une sorte d'IKEA, la boîte à outils pour fabriquer vos meubles. Et donc il avait commencé en fait par sévir avec ça, le téléphone portable. Donc aujourd'hui, Shenzhen fournit 400 millions de téléphones portables par an. C'est, je crois, le plus gros producteur du monde. Et en France, c'est Wiko. Et là, vous avez l'exemple de ce que font les gens avec son kit. Vous avez au milieu un téléphone portable avec 7 enceintes. C'est des gens qui ont fabriqué ça pour écouter de la musique sur les chantiers. Et vous pouvez rajouter plein de modules. Donc avec le module tout simple, vous sortez un téléphone entre 20 et 50 dollars et vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conçu le kit qui permet de faire ça. Et ça, je trouve que c'est révolutionnaire parce qu'à partir de là, presque tout le monde, avec un peu d'entraînement, peut commencer à fabriquer ses objets. Donc son but, c'est de faire pareil avec les drones, les machins qui volent, qui vont chercher les données par rapport à des données terrestres, hein, des données qui peuvent être importantes pour une épidémie ou pour des problèmes de déchets ou des problèmes de camps de réfugiés, ce genre de choses. Et donc, ces drones, à lui, actuellement, en hauteur, ils peuvent voir à 200 km, ils peuvent détecter un ballon de football. Donc, c'est vraiment quelque chose je pense, soit nous, on s'approprie, soit ça rentre dans les mains des grosses boîtes et ça sera plutôt un problème après de récupérer nos données. Mais c'est pour vous dire, voilà, le genre de choses que font les crapauds. Donc lui, il était complètement partant en me disant, voilà, moi, ce que je vois demain comme modèle économique, c'est l'idée qu'au lieu d'essayer de faire l'iPhone qui va être vendu à des millions d'exemplaires, qui coûte super cher, on va faire plein de petits trucs à droite de la queue, hein, c'est la théorie de la longue queue, des petites unités en petites séries, faites par des amateurs, et ensuite ça va être 20 personnes, 30 personnes, puis ça peut monter, après les gens voient l'intérêt du truc, ils se le procurent, et ils se le fabriquent, donc on remonte comme ça le long de la queue. C'est ça le modèle économique en fait. Et c'est basé sur le fait qu'on prend que des objets pas chers, qu'on récupère dans la rue, et qu'on peut rentrer dans l'objet, puisqu'on a les guides d'emploi et les outils pour fabriquer l'objet. C'est ça son modèle révolutionnaire qu'il a appelé, non pas le revenu minimum universel, mais l'accès minimum universel. Voilà, donc pour terminer, si tout cela vous parle, d'une part, il va y avoir plusieurs personnes qui vont se lever pour dire qu'elles sont avec nous dans la mare à crapaud ici. Et simplement, c'est pour vous dire que la mare à crapaud, c'est d'abord, les crapauds fous, c'est pas une organisation, c'est pas un parti, c'est pas une ONG, il n'y a pas de moyens. Il y a en gros que moi à temps plein et quelques bénévoles, mais il y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est juste une culture, la tentative de faire comprendre des choses à travers un livre et surtout à travers le site. Et derrière, si vous voulez devenir crapaud, il n'y a que 3 conditions. C'est-à-dire que pour faire crapaud fou, il faut reconnaître l'urgence, déjà. Ensuite, embrasser la diversité, c'est-à-dire que entre les gens qui sont d'en haut et les gens d'en bas, les riches, les pauvres, les juifs, les musulmans, tout ce que je vous ai dit sur les gens qui sont atypiques, accepter des gens qui sont dyslexiques, etc., tout ça, ne pas juger les gens sur le fait qu'ils sont différents. Et c'est parce qu'on fait ce premier pas vers la différence que l'on va ouvrir la capacité du groupe à créer des choses nouvelles. Et ça, j'en suis intimement persuadée. Si on n'est que avec des comptables, on fait que de la comptabilité. Et si on n'est que avec des juristes, on fait que du jurisme. Donc, comment faire pour dépasser ça et vraiment accepter la diversité? Ça, c'est vraiment notre deuxième condition. Et la troisième, c'est faire un premier pas, quel qu'il soit, et surtout le partager dans la mare. Parce que d'autres personnes dans la mare auront peut-être eu la même idée que vous. Voilà. Et ça peut commencer comme ça à faire écho. Et donc il y a un site, j'ai mis après, c'est comme les nains de jardin ou la chasse au gaspille, c'est une posture hein, que tout le monde peut prendre. Et donc après, pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur crapaudfou.org, c'est le site. Il y a plein d'infos là-dessus déjà qui expliquent le manifeste. Et il y a un endroit où vous pouvez me contacter ou nous contacter. Et nous, on vous aidera ensuite à trouver les entrées dans la mare pour faire plouf. Voilà.